Merci beaucoup pour votre fidélité à cette émission. C'est tout ça le Congo. Vraiment, nous aimons ces pays, nous adorons ces pays et nous cherchons à comprendre que ce que ces beaux pays renferment du jour au lendemain. C'est tout ça les Congo. À la découverte du Grand Congo. Merci beaucoup parce que vous vous êtes dit oui pour nous suivre encore en ce jour que nous allons parler d'un sujet vraiment très important. C'est quoi? Suivez. Un volcan est une structure géologique qui résulte de la montée d'un magma puis de l'éruption de matériaux, gaz et lave. Ici de la magma à la surface de la croûte terrestre ou d'un autre astre. Il peut être aérien ou sous-marin. 500 à 600 millions de personnes vivent sous la menace d'une éruption. Environ 10% des humains sont menacés par les activités volcaniques. Pour prévenir ces risques naturels, il faut comprendre la formation des volcans et le mécanisme des éruptions. C'est le sujet de la volcanologie ou encore la vulcanologie, dit-on. C'est tout ça les Congo. À la découverte du Grand Congo. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je ne suis pas seul en ces lieux. Je suis journaliste, je ne suis pas non plus spécialiste en volcan. Sur place, j'ai un expert. Il est professeur d'université. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Dites-nous qui êtes-vous, votre nom, et vous êtes spécialement professeur en quoi? Je suis Moulin Dambuto Adelin. J'ai fait le DEA en géophysique et la thèse en géophysique. Je suis professeur de mathématiques et de physique. Professeur de mathématiques et de physique, mais aujourd'hui nous parlons des volcans. Vous vous êtes présenté là au nom du volcan. Pouvez-vous nous confirmer qu'il y a des volcans en RDC? Oui, il y a des volcans en RDC vers la partie est de la République démocratique du Congo. Par exemple, les volcans Nyiragongo, Nyamulagira et il y a d'autres petits volcans dans cette zone-là. De la partie est de la République démocratique du Congo, vous avez dit, essayez de nous expliquer un peu la partie est de la République démocratique du Congo, comprend un peu de quelles sont les provinces qui se trouvent dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est tout ça les Congo. À la découverte du Grand Congo. Il y a quelques provinces. Il y a la province de la Chopo, il y a la province, dans la ex-province orientale, il y a les Maniema, il y a les Sud Kivu, il y a les Nord Kivu, il y a les Tanganyika. Mais les volcans se trouvent où les manifestations se manifestent telles que les gens les connaissent, dans la partie du nord du Sud Kivu, et dans bien sûr d'autres zones, comme on pourra les comprendre par après. C'est quoi le volcan? Expliquez-nous un peu par rapport à ce que nous venons de suivre en annonce. C'est quoi le volcan en un français facile? Le volcan, c'est juste une émission des matières chaudes en provenance de la Terre, émis par la Terre. La Terre elle-même, elle émet ces matières chaudes. Oui, il y a des... Donc, le volcan, c'est la Terre émet une matière chaude, donc le sol qui est fondu à une certaine température à l'intérieur du sol qui est émis, et c'est ça vraiment le volcan. Et lorsque la Terre est fondue, elle nous produit quoi? La Terre produit plusieurs types de matériaux, entre autres, il y a des gaz, il y a des fluides et il y a des liquides. Il y a de l'eau, il y a le gaz où il y a
il y a des CO2, des monoxyde et dioxyde de soufre, SO2, il y a de l'eau, et ça c'est ce que les volcans nous produisent. Tout ce que les volcans produisent pendant l'éruption, on a bien compris, ça apporte quoi à la population par exemple? Des l'eau, des gaz. Qu'est-ce que nous avons à bénéficier dans tout ce que les volcans produisent? Est-ce nécessaire, la production du volcan? Oui, quand les volcans vomissent quelques matières du centre de la Terre, ils nous apportent des matières pour l'étude. Pour les scientifiques, c'est déjà une manifestation qui est une matière d'étude pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du sol. Et ces transformations-là nous permettent de comprendre encore beaucoup d'autres éléments, puisque les matériaux qui proviennent du centre de la Terre montrent comment est-ce que la Terre transforme certains matériaux, puisque de ces matériaux-là, nous apprenons comment est-ce qu'on peut faire le même processus en laboratoire pour comprendre ce qui se fait au niveau du sol et pour produire aussi d'autres matériaux comme les céramiques, puisque c'est à partir de ce que les volcans font que nous apprenons par exemple comment est-ce qu'il faut produire des céramiques. Lorsque vous me parlez de céramique, c'est un terme purement scientifique que une maman qui nous suit dans son coin là, ne comprenant pas tellement le français, est déboussolée. Lorsque vous parlez de céramique, qu'est-ce que vous voulez dire par la céramique? Je vais dire, quand il y a les sols qui est chauffé à une certaine température, il peut se solidifier pour avoir des objets que nous utilisons dans nos ménages comme objets presque comme des verres. Les verres que nous avons, les verres qu'on utilise, les verres. Le verre que nous prenons de l'eau avec. Mais là, au lieu que ce soit des verres, c'est la terre qui a été fondue. Et la terre fondue, à une certaine température, nous permet à ce que nous puissions avoir ces matériaux-là que nous essayons de retravailler. Une fois qu'on a donné la forme au sol, nous essayons de chauffer ça à une certaine température. Nous avons des céramiques. Donc nous voyons comment est-ce que les volcans font pour produire des laves, qui sont des matériaux volcaniques. Et avec ça, nous voyons aussi comment est-ce que les laves, qui étaient un sol, parfois simplement de l'argile ou n'importe quel autre sol, mais élevé à une certaine température, a été transformé en roche dure volcanique. Et alors, à ce moment-là, nous voyons comment est-ce qu'on peut prendre des sols, on essaie de donner la forme, on chauffe pour avoir des céramiques. Wow. On en a déjà entendu parler. À Goma, s'ils ont de bonnes pommes de terre, s'ils ont de bons poivrons, c'est parce qu'ils ont des volcans. Pouvez-vous affirmer cela? Oui, les volcans contribuent à... Il y a des avantages et des inconvénients du volcan. Donc, quand il y a une éruption volcanique, il y a parfois la destruction de la nature. Mais, juste après, le sol est enrichi en beaucoup de matériaux qui facilitent, qui permettent à ce qu'on puisse encore avoir beaucoup plus de productivité. Ce que ça enrichit les sols, c'est comme on a fertilisé davantage les sols. Vous nous parlez plus du bienfait du volcan, mais ici nous avons vu que c'est un grand risque de vivre à côté du volcan. Avez-vous un mot pour dire en cela? Chaque médaille a son revers. Les volcans permettent à ce que... Il y a des destructions que les volcans peuvent faire. Donc, quand il y a éruption volcanique, suivant les types de volcans, effusifs ou explosifs, le gaz émis par les volcans peut asphyxier les gens. Les gens peuvent mourir par manque d'air qui est nécessaire, l'air non asphyxié, l'air qui est pur pour que les gens respirent un air normal. Alors les gens peuvent étouffer par le gaz émis par les volcans. Et les gaz émis directement par les volcans, c'est un gaz très chaud qui peut aussi brûler à une certaine distance. Il y a aussi les larves qui sont émises par les volcans, qui sont des matériaux très chauds, qui détruisent non seulement l'environnement, détruisent les habitations, peuvent brûler les gens puisque ce sont des objets qui quittent les sols à des températures de plus de 200 degrés Celsius, voire 700 degrés, 1200 degrés Celsius. Vous venez de nous parler de l'éruption effusive et éruption explosive. C'est-à-dire quoi? Différenciez-nous un peu cela. Et donc, quand nous parlons d'éruption effusive, donc les laves à une certaine température, suivant la composition chimique des sols d'un endroit, les laves coulent. Ils coulent après qu'une
éruption se manifeste, les larves commencent à couler comme de l'eau. Et quand les larves coulent comme de l'eau, alors, à ce moment-là, nous parlons d'émissions. Et ça, c'est un volcanisme qui n'est pas explosif. Alors, pour les volcanismes explosifs, les matériaux sont projetés. C'est comme si on lance des pierres, on les lance à de très grandes distances et vont aussi très loin. Donc, dans tous les cas, que ce soit explosif, que ce soit effusif, les matériaux sont toujours quittent la Terre et envoyés à une certaine distance à des vitesses variables de notre volcan. Par rapport à ce que vous venez de dire, quel est ce conseil que vous pouvez donner à la population? La population doit rester à combien de kilomètres de distance par rapport au volcan? Parce que c'est comme si le jour qu'il y a éruption, ça ne s'annonce pas. Ça vient comme la pluie ou ça s'annonce comme la météo nous dit non, demain 12h il y aura pluie. On peut le dire, demain il y aura éruption ou pas. La population doit rester à quelle distance du volcan pour éviter le danger? Alors, suivant le type de volcan, il faut étudier chaque volcan pour connaître. Il peut émettre la matière jusqu'à quel rayon. Le plus souvent, dans beaucoup de pays, on conseille aux gens de rester à au moins 10 km autour du volcan. 10 km autour du volcan. Et alors, on peut faire des constructions. Puisque cette distance-là est assez convenable. Mais il y a d'autres volcans pour lesquels, suivant les projections, les matériaux qui sont émis, il faut aller jusqu'à 15 km. Ouais. Comme dernièrement, ce qui s'est passé déjà au niveau de l'Islande, on peut voir que les constructions au niveau de l'Islande en Europe, les constructions, les villes sont à 10 km, à 20 km du lieu d'émission des matériaux. Et alors, dans des villes comme des villes japonaises, on est jusqu'à 10 km des constructions des villes. Et chez nous en RDC? Chez nous en RDC, c'est curieux qu'on soit à moins de... On est parfois à moins de cette distance-là, à moins de 15. Mais il y a eu des accidents déjà en 2002, puisque on a vu les volcans qui ont détruit beaucoup d'habitations au niveau de Goma, les volcans Nyiragongo, et ça n'a pas été vraiment beau à voir. Et alors là, il faut que nous puissions essayer de changer notre façon de vivre avec des volcans, connaître la distance minimale à laquelle il faut se situer par rapport au volcan et exploiter ce que nous pouvons du volcan. Puisque quand les Japonais disent qu'il faut savoir vivre avec les volcans, ça signifie le volcan produit de l'énergie, nous avons besoin de cette énergie. Le volcan a des bienfaits, ok, mais il y a aussi des méfaits. Et alors, il faut tenir compte de tout ça. Vous venez de nous dire que le volcan produit de l'énergie. Expliquez-nous un peu, ça produit de l'énergie comment? Par rapport à ce que vous nous avez dit que ça produit le gaz, le magma, c'est que ça produit comme lave, ça peut nous aider à fertiliser la terre, ça nous donne à manger, ça produit aussi de l'énergie. Comment? Alors, là où on a déjà la température qui est élevée, c'est qu'il y a une certaine énergie. On peut exploiter cette énergie pour faire beaucoup de travaux. C'est que les volcans. Exemple, il y a la géothermie qui est une manifestation du volcanisme. La géothermie, ce sont les applications de la chaleur du sol ce sont les applications de la chaleur du sol pour différentes applications. Alors, quand nous disons qu'il y a de l'énergie, c'est que la chaleur que les volcans produisent contribue à ce que nous appelons les dynamismes des mouvements atmosphériques. Puisque les volcans, en émettant un certain gaz, il émet le CO2, il émet le SO2. Ce gaz-là entre dans l'atmosphère et contribue à ce que nous appelons la circulation atmosphérique. Et le SO2,
dioxyde de soufre, c'est un gaz qui permet, après l'émission, après les éruptions volcaniques, c'est un gaz refroidissant. C'est que ça favorise à ce qu'il y ait refroidissement d'un lieu donné. Alors, quand il y a CO2, c'est un gaz réchauffant. C'est un gaz qui permet à ce que la température monte en un lieu donné. Quand on dit que nous avons des gaz à effet de serre, le CO2, c'est un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui permet à ce qu'il y ait réchauffement. Le CO2 dans l'atmosphère, c'est un gaz qui permet de réchauffer les milieux. Le SO2, c'est un gaz qui refroidit. Alors, après éruption, il y a beaucoup plus de SO2 dans l'atmosphère d'un lieu. À côté des zones volcaniques, vous allez trouver que quand il n'y a pas éruption, ce sont des milieux qui sont froids. Alors, il y avait une autre préoccupation que vous aviez développée. Vous avez dit, est-ce que nous pouvons connaître quand est-ce que les volcans peuvent être émis? Oui. Il y a bien sûr, avant qu'il y ait éruption volcanique, des manifestations qui se réalisent. Il y a émission d'un certain nombre de gaz qui permettent à ce que nous puissions voir déjà des signes précurseurs qu'il y aura une émission. Si c'est la première fois, là, le plus souvent, ce sont des surprises. Mais quand déjà nous avons un volcan qui est émis quelque part, le plus souvent, le volcan, puisqu'il ne va pas s'arrêter pour une seule émission, ce sont des phénomènes qui se répètent suivant un certain temps, suivant une certaine période. Et alors, pour ce type de volcan-là, avant qu'il y ait encore éruption, avant qu'il y ait dégagement des matériaux de la Terre vers la surface du sol, nous avons des manifestations, l'émission d'un certain nombre. Nous avons l'émission d'un certain nombre de gaz qui peuvent déjà nous annoncer que l'éruption est proche. Par exemple, si nous faisons les suivis du volcan Nyiragongo, oui. Après éruption, il y a eu d'abord refroidissement vers l'année 2002 jusque vers 2008. Et à partir de 2008, il y a eu d'autres manifestations qui commencent à montrer qu'il y a réchauffement. C'est que nous sommes dans la période de réchauffement du volcan Nyiragongo vers l'est de la République démocratique du Congo. Après un certain temps, on pourrait voir que Nyiragongo peut faire encore une autre manifestation aussi grande que l'on veut, puisqu'il y a une période, le plus souvent, il y a la période pour que l'émission des volcans se manifeste. Pour Nyiragongo, c'est une période qui fluctue, c'est-à-dire qui change entre 24 et 27 ans. Donc, après chaque 24 ans ou 27 ans, il peut y avoir toujours une manifestation de l'explosion de Nyiragongo ou du volcanisme de Nyiragongo. Mais pendant l'autre période, c'est comme si le Nyiragongo dort, mais il y a toujours émission d'une certaine quantité de gaz. C'est tout ça les Congo. À la découverte du Grand Congo. Vous avez compris qu'on parlait du volcanologie, mais nous nous sommes directement retrouvés dans la physique. Vous avez compris combien un professeur de physique était si important pour cette émission d'aujourd'hui. Je reste encore en ce qui concerne l'énergie dans les volcans. Qu'est-ce que la population peut bénéficier de la production de l'énergie que produit le volcan? L'énergie que produit les volcans peut nous être utile, puisque si nous prenons Piton des Neiges, qui est dans une zone française, on regarde autour du volcan, il y a des points chauds, qui sont des chambres magmatiques. Alors, on essaie de piéger la chaleur qui est dans les sols. On essaie de piéger la chaleur qui est dans les sols. On descend jusqu'à une certaine profondeur du sol et on récupère cette énergie. On essaie de canaliser, on essaie de mettre 2 trous. On essaie de piéger, par exemple, à 1 km de distance. On essaie de fracturer la roche autour des Pitons des Neiges. Donc on regarde Piton des Neiges qui est un volcan refroidi. Alors, à 5 km de Piton des Neiges du rayon du cratère, on essaie de piéger déjà, on essaie de creuser jusqu'à une certaine profondeur de 5 km. Alors on récupère l'énergie qui est là, on pompe l'eau. L'eau qui est pompée traverse un certain tuyau, une canalisation,
et doit ressortir de l'autre côté. Alors cette eau-là, qui devra sortir de l'autre côté, il produit de l'énergie. C'est une eau qui doit ressortir, qui produit de la chaleur. Et cette chaleur-là, on essaie de voir maintenant comment est-ce qu'on doit faire certaines turbines. On met des turbines pour la production de l'énergie électrique. Et le plus souvent pour ce type-là, on essaie d'utiliser des turbines Rankine. Alors, on essaie de voir comment est-ce qu'on doit produire l'énergie, puisque l'eau en remontant, on peut voir si c'est déjà à plus de 150 degrés Celsius. Quand l'eau commence à se vaporiser, l'eau qui devient une vapeur d'eau, on récupère cette vapeur d'eau pour faire tourner des turbines de la même façon que pour produire l'hydroélectricité. L'électricité est due au mouvement seulement de l'eau. L'hydroélectricité comme les barrages d'Inga et bon nombre d'autres barrages d'Inongo, on utilise simplement l'eau qui fait tourner des turbines. Pour les cas des volcans, la vapeur qui va faire tourner les turbines, c'est simplement la vapeur d'eau qui fait tourner les turbines. Et une fois que la vapeur est refroidie, il se refroidit et se condense, il devient encore de l'eau. Alors on va faire un cycle pour qu'on ait toujours de l'eau qui circule dans ces systèmes-là et on produit alors de l'énergie. Il n'y a pas que ça comme exploitation de cette énergie-là. Puisque l'énergie-là, si on a produit pour la production de l'énergie électrique, ça nous avantage à ce que pour les volcans, ça contribue à ce que nous puissions protéger l'environnement. Puisqu'on ne peut pas se développer si on n'a pas de l'énergie. Puisque si on doit couper les bois, le plus souvent les gens coupent des bois puisqu'ils n'ont pas d'énergie, puisqu'il faut qu'ils aient de la braise, il faut qu'ils aient des éléments pour réchauffer leur foyer. Faire la cuisine. Alors, si nous produisons de l'électricité, cela permet à ce que les gens utilisent de plus en plus de cuisinières, de plaques chauffantes et coupent de moins en moins des arbres. Puisque plus il y a des arbres dans un milieu, on a des points pour que nous puissions avoir le pluie. Puisque les zones où il y a beaucoup d'arbres, il pleut beaucoup. Il pleut abondamment. C'est que nous sécurisons l'environnement, nous sécurisons aussi les milieux, nous évitons la sécheresse. Nous protégeons l'environnement, nous protégeons nos vies. Mais plus nous coupons les arbres, plus nous chassons la forêt. Nous chassons aussi les pluies. Donc, en coupant les arbres, nous chassons les forêts, nous chassons les pluies. Il pleut de moins en moins vers les zones où il y a peu d'arbres. Regardez ce qui se passe dans les pays sahéliens. Il y a moins d'arbres, alors il pleut moins. Et alors, les quantités de pluie qui devaient arriver, ils restent peut-être au niveau de l'espace, n'atteignent pas les sols. C'est que dans les zones sahéliennes, pour qu'il pleuve, il faut qu'ils plantent suffisamment d'arbres. Alors les arbres, par évapotranspiration, vont appeler les pluies et il y aura un changement climatique à ce niveau-là qui va permettre à ce qu'on évite à ce qu'il y ait destruction de la vie, puisque les gens ont besoin de la culture pour produire les aliments, pour que les animaux vivent. Et là, si nous produisons de l'énergie, on protège l'environnement. Et en protégeant l'environnement, c'est déjà un avantage. Si nous avons cette énergie-là, dans des zones par exemple sahéliennes, ils ont besoin de l'énergie pour qu'ils puissent planter ces arbres. Mais on va utiliser cette énergie-là pour pomper l'eau. On va pomper de l'eau, on va essayer de voir comment est-ce qu'il faut désaliniser l'eau. En enlevant la salinité de l'eau, on a un peu d'eau douce qui peut nous permettre à ce qu'on puisse arroser sur des végétations dans une zone qui était déjà aride ou qui manquait de végétation. C'est qu'il y a cette énergie-là des volcans qui peut nous permettre de produire de l'énergie et cette énergie sera utilisée à d'autres fins. En agronomie, on utilise aussi cette énergie-là pour faire des serres de culture. C'est qu'on essaie de piéger la chaleur à une certaine distance. C'est que la chaleur piégée à une certaine distance fait des mouvements de va-et-vient entre les sols et un certain plafond qu'on a mis. Et ce plafond-là permet à ce que certaines végétations puissent croître. Et on augmente aussi la productivité d'un certain lieu en utilisant juste cette énergie-là du sol. C'est que cette énergie-là a plusieurs applications. L'énergie-là contribue à la production de beaucoup de matériaux. C'est que là, on peut parler des applications de cette énergie-là dans la partie qu'on appelle la géothermie. Il y a la géothermie, basse énergie, moyenne énergie, haute énergie, très haute énergie. Ça, ce sont les applications de l'énergie du sol ou les applications même de cette énergie-là. Alors, pour l'énergie de la géothermie, c'est une manifestation du volcanisme. Partout là où il y a des eaux chaudes
Oui. Là où il y a des eaux chaudes, on dit que nous avons des sources d'eau chaude. Ce sont des manifestations du volcanisme, du volcan. C'est qu'au lieu que ce soit du sol qui sort directement, nous voyons que c'est de l'eau chaude qui sort. C'est une autre manifestation du volcanisme. C'est que là où il devait y avoir des sols qui sortent, ce qui sort de plus, c'est l'eau qui est partie à cet endroit-là. Et c'est l'eau que nous voyons. Et là, quand j'ai parlé de la géothermie, moyenne énergie, basse énergie, haute énergie, c'est que c'est le volcanisme dont je parle et dit cette énergie est exploitée pour produire, pour nous, être utile à la population et pour protéger aussi l'environnement. Vraiment, c'est tout ça les Congo. Pour vous qui nous suivez à la radio, réagissez sur le 09 98 43 80 99, c'est un numéro WhatsApp. Après tout ce que vous venez de dire, monsieur le professeur Moulenda Adela, dois-je confirmer que la RDC n'est pas seulement un scandale géographique, c'est aussi un scandale géothermique? Oui, la RDC, c'est un scandale géothermique ou géologique, puisqu'il y a des sources d'eau chaude par-ci par-là, là où il y a des volcans. Donc, qu'elles soient des volcans chauds ou froids, on peut toujours exploiter. On peut toujours exploiter puisque les études montrent que, par exemple, du côté du Nyiragongo, chaque 2 ans, il y a, bien que la période réelle des manifestations de Nyiragongo soit de 25 ans, on voit que chaque 2 ans, il y a des petites variations de la végétation au niveau de Nyiragongo. C'est que les volcans enrichissent les sols et ça augmente la productivité. On peut déjà voir dans la zone autour de Goma, Sake, ainsi de suite. Et tout ça, c'est le Congo. Ça montre qu'il y a la richesse au Congo. Cette richesse-là contribue à la végétation du parc de Virunga. Wow. Cette richesse-là contribue à des zones où nous devons créer de l'emploi. Puisque si on crée de l'emploi, on permet à ce que les gens évitent la destruction de la nature. Puisque plus les gens sont occupés, ils ont des points où exploiter, où s'occuper. Puisque là où il y a là où on a passé des cimenteries, à Katana, à Kabimba, mais ce sont des coins où il y a des sources d'eau chaude. Ce sont des coins où il y a des sources d'eau chaude. Il y a des sources d'eau chaude, comme à Lukala. À Lukala, il y a des sources d'eau chaude. Et donc, partout là, il y a de la richesse. Ce sont des richesses dues au volcanisme. C'est tout ça les Congo. À la découverte du Grand Congo. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous savez, nous vivons ici à Kinshasa. Avec l'histoire de la production du courant électrique, nous connaissons ce que nous appelons FEDER, délaissage. On vous dit, l'eau du fleuve a baissé. Impossible que la SNEL puisse avoir la production du courant électrique par rapport au barrage d'Inga, parce que l'eau a un peu baissé pendant surtout la saison sèche. Avec ce que vous venez de nous dire là, est-ce qu'il y aura aussi présence de délestage, FEDER, parce que le volcan n'a pas produit? Peut-on dire cela? Les délestages que nous connaissons au niveau les délestages enregistrés au niveau de plusieurs villes congolaises, oui, qui sont pour la plupart dus au problème d'énergie, de la gestion de l'énergie au niveau de la SNEL. Ça, ce n'est pas le problème de l'énergie au niveau du volcan. Puisque l'énergie du volcan, jusque-là, nous ne l'exploitons pas au Congo. Il y a des pays qui ne vivent que du volcan. Il y a l'Islande, ne vit que du volcan. Il y a les Philippines, il y a beaucoup plus de centrales électriques. Les grands pays où on exploite plus l'énergie du volcan pour la production de l'électricité, ce sont les États-Unis. Alors,
chez nous, s'il y a des lestages, c'est qu'il faut simplement qu'on gère les types de turbines qu'il y a au niveau des Inga et d'autres centrales, puisque le plus souvent, là où il doit y avoir 4 turbines qui sont opérationnelles, qui sont fonctionnelles, c'est parfois 1 ou 2 turbines qui sont opérationnelles. Par exemple, pour Inga, pour le moment, il y a des turbines qui ne sont pas opérationnelles. C'est qu'il faudrait d'abord que les 4 turbines soient opérationnelles, ce qui n'est pas le cas pour le moment, ce qui fait que nous avons des délestages. Il est tout à fait normal que pendant certaines périodes, il y ait baisse des niveaux d'eau. Et ce qui fait que la navigabilité aussi au niveau du fleuve diminue. Puisqu'il y a des périodes où vous pouvez avoir des bateaux qui circulent, il y a des périodes où les bateaux ne peuvent plus circuler. Si avant 1960, on veut avoir au moins 11 mois de navigabilité sur le fleuve Congo, pour le moment, avec les travaux du prof Kabasele, sa thèse et d'autres résultats qu'il a fait, on pouvait voir même dans son livre intitulé La guerre de l'eau, on pouvait voir que la navigabilité du fleuve Congo a diminué jusqu'à aller vers entre 8 et 10 mois. Et quand la navigabilité diminue, c'est que la puissance que la centrale de Inga, Inongo doit produire diminue également. C'est que là, ce n'est pas le problème du volcan. Pour les volcans, il faut d'abord que nous puissions exploiter les volcans pour produire de l'énergie. C'est là que je vais poser une question maintenant, si je vous retranche la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire pour exploiter ce genre d'énergie volcanique? C'est que pour exploiter cette énergie, on doit étudier suffisamment les sols autour. Donc, là où il y a d'abord les sources d'eau chaude, oui, il n'y a pas que la cimenterie à exploiter, puisque à Katana, par exemple, il y a la cimenterie de Katana. À Kabimba, vers Kalemi, il y a la cimenterie de Kabimba. À Lukala, il y a la cimenterie de Lukala. Oui. On exploite que la géothermie haute énergie, mais dans la production uniquement du ciment. Mais cette énergie-là est exploitée sans qu'on ait produit de l'électricité à partir de la géothermie. Wow. C'est qu'on peut aussi produire l'énergie avant d'exploiter, de produire les ciments, puisqu'on veut produire l'énergie sur place et exploiter. Mais l'énergie qui est exploitée pour la production à Kabimba, à Katana, au site Kivu, et à Lukala, c'est l'énergie que la SNEL produit à partir de l'hydroélectricité. C'est que jusque-là, nous n'exploitons pas la géothermie. Pour exploiter la géothermie, il faut qu'on investisse, qu'on mette l'investissement pour que cette énergie du sol soit exploitée, pour que nous puissions produire de l'électricité et voir comment est-ce qu'on doit créer d'autres usines, puisque la géothermie, il y a plusieurs applications. Puisque j'ai parlé simplement au début de céramique, oui, mais on peut parler aussi de la peinture, puisque à partir du sol, nos sols, on peut essayer de voir comment est-ce qu'on peut chauffer les sols d'une certaine manière pour produire de la peinture. La peinture que nous utilisons dans nos bâtiments. La peinture que nous utilisons naturellement, c'est la transformation du sol. Okay. Que ce soit peinture à eau, que ce soit peinture à huile, c'est le sol qui est transformé d'une certaine manière. Et donc, on peut produire la peinture à partir de ça. Et alors, quand on a produit l'énergie électrique à partir de la géothermie, ça nous est utile dans plusieurs domaines, puisque là, on a produit l'énergie. On peut créer, par exemple, des minoteries pour permettre à ce que les gens puissent piler facilement leur maïs, leur manioc, leur blé, ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'autres applications. Puisque quand on a l'énergie, on peut fabriquer en quantité industrielle des savons. On peut mettre l'énergie pour la fabrication du savon. Et bien sûr, d'autres applications, il y en a. Quand nous avons parlé du verre, puisque je n'ai parlé que de céramique, mais je vais dire, les verres que nous utilisons, c'est juste une application de la géothermie ou du volcanisme. Puisque là, il faut chauffer les sables à une certaine température et quand les sables fondent, on les laisse refroidir et nous avons les verres. Que ce soit des verres que nous mettons, le vitre, c'est la transformation juste du sable à une certaine température. C'est que si nous exploitons correctement l'énergie de nos volcans, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup de sable autour de l'océan. C'est qu'il n'y a pas que le pétrole qu'on peut exploiter autour de l'océan, mais il y a aussi, on peut créer quelque chose pour produire des verres nous-mêmes. Vraiment?
C'est tout ça les Congos. J'espère que vous et moi, nous comprenons avec de plus amples détails combien ce pays est merveilleux. Je répète encore pour dire, vous qui nous suivez à la radio, contactez-nous au 09 98 43 80 99. C'est notre numéro WhatsApp. Envoyez-nous vos messages, vos réactions par rapport à ce que nous avons comme invité du jour. Professeur Adela, avez-vous un appel à faire après tout ce que vous avez dit? Après tout ce que vous avez eu comme connaissance, avez-vous un appel à faire à la hiérarchie? J'inviterai les gouvernements à exploiter l'énergie du sol, puisqu'il n'y a pas que l'hydroélectricité comme source d'énergie en RDC. Il y a aussi l'énergie du volcan. Ce que nous devons voir, que le volcan n'est pas seulement pour la destruction de la nature, mais le volcan est aussi une source d'énergie pour que nous puissions produire les différents types de géothermie, l'exploitation de la chaleur du sol. C'est qu'on peut voir, dans ma thèse, j'exploite un peu cela. S'ils ont besoin des détails là, ils peuvent voir des résultats. D'abord dans ma thèse où je parle du potentiel géothermique pour la production de l'énergie électrique à Kankoulé au site Kivu. Mais dans cette partie ici, et même dans mon travail de DEA, dans ce travail-là, j'avais parlé encore de ma thèse est là, c'est le travail modélisation du potentiel géothermique pour la production de l'énergie électrique à Kankoulé au site Kivu, qui a été défendu à l'IPEN pour l'année 2019-2020. Alors là, nous essayons de parler encore des différentes applications de la géothermie. Là, nous recommandons au gouvernement de voir comment est-ce que, comme on parle de délaissage à gauche à droite, oui, mais on peut utiliser la géothermie pour produire de l'énergie électrique, qu'on installe des centrales géothermiques pour produire l'énergie électrique. Vraiment. Et une fois qu'on a des centrales, nous aurons de l'énergie. Il y aura application de la géothermie. Si on veut avoir des usines pour produire des verres, nous n'avons pas importé des verres de l'étranger. Si nous avons besoin de céramique, c'est qu'on peut faire des assiettes qui ne sont pas cuites. Et une fois que nous les avons chauffées à une certaine température qui devient des céramiques, nous allons les produire nous-mêmes sans que nous puissions dire que bon, nous allons importer. C'est que nous avons de la matière, nous avons des richesses, nous avons des potentialités, nous avons des moyens pour exporter et gagner plus et occuper davantage notre jeunesse et les gens qui sont désœuvrés. C'est que nous avons beaucoup d'éléments qui peuvent aider le Congo à progresser et à ce que nous puissions lutter contre les changements climatiques, puisque une fois que nous avons produit de l'énergie, on va utiliser moins les bois. Et une fois que nous utilisons moins les bois, nous allons protéger notre environnement. Et si on regarde bien, aujourd'hui on parle du changement climatique, mais parmi les moteurs pour freiner les changements climatiques, il y a ce que nous appelons la forêt équatoriale. Oui. Mais la forêt équatoriale se trouve essentiellement, une partie se trouve en RDC. La forêt équatoriale, 60% de la forêt équatoriale africaine se trouve en RDC. Il y a la forêt équatoriale au niveau de l'Amazone et il y a la forêt équatoriale au niveau de l'Afrique. Et pour nous, si nous protégeons notre forêt, nous contribuons à lutter contre les changements climatiques. Et normalement, le monde devait nous payer ce qu'on appelle les crédits carbone, puisque notre forêt séquestre suffisamment de carbone pour que nous puissions être payés, puisque nous contribuons au refroidissement du climat. Nous contribuons à ce qu'il y ait ralentissement des réchauffements climatiques. Le Brésil est payé pour ce qu'on appelle le crédit carbone, pour la forêt amazonienne. Mais la RDC n'est pas payée. C'est qu'il y a un lobby que la RDC devait faire pour nos forêts. Nous avons des parcs où nous avons des arbres qui sont protégés, qui sont là, qui contribuent à tout ça, à la protection de l'environnement. C'est que si nous produisons de l'énergie, nous allons protéger les arbres, nous allons augmenter la quantité d'arbres et nous aurons vraiment des endroits où il fait beau vivre. À Kinshasa, vous voyez, il fait de plus en plus chaud. C'est puisque les gens ont privilégié la construction en béton. Un peu partout, il y a du béton. Il y a rareté du bois. Mais si on essaie de planter suffisamment du bois à Kin, mais nous allons voir que le climat sera un peu plus doux, sera un peu plus clément par rapport à ce que les gens vivent actuellement.
si nous protégeons l'énergie, notre environnement aussi sera protégé. C'est ce que vient de nous dire le professeur Adelin. Un mot avant que nous puissions nous séparer. Un dernier mot. J'invite tous nos frères congolais à aimer la science, à exploiter les résultats dont nous avons parlé pendant cette émission. Le volcan n'est pas seulement pour la destruction de la nature, le volcan contribue également, il y a des avantages et des inconvénients. Voyons qu'est-ce que nous devons tirer des biens du volcan et protégeons la nature en exploitant l'énergie des volcans. Voilà ce que je peux dire et que le gouvernement puisse tirer profit des potentialités que nous avons à gauche et à droite pour produire de l'énergie, puisque nous ne pouvons pas nous développer s'il n'y a pas de l'énergie. Or, nous avons des sources d'énergie qui sont inexploitées. Nous ne pouvons pas nous développer s'il n'y a pas d'énergie. Nous avons des sources d'énergie qu'il faut exploiter. Tels sont les derniers mots du professeur Adelin que nous remercions. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à vous qui nous ont suivis. Restez branchés. Une seule chaîne thématique, c'est Tropicana RTech. Merci pour votre fidélité. Même heure, même chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.